Elia Watla, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. On ne vous présente plus, mais je rappelle que vous êtes historien et guide et expert dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la ville de Hebron, et justement c'est pour parler de Hebron que nous vous avons sollicité ce matin, parce que le 18 Menachem Av, il y a 90 ans, débutait le très célèbre et très tristement célèbre pogrom de Hebron. Je voudrais que vous nous expliquiez, avant de revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là à Hebron, vous nous remettiez dans le contexte des relations entre le Yishuv Yehudi à l'époque et les Arabes. Oui, vous avez raison de commencer par le contexte général, en ce sens que on aurait pu déjà parler de intifada, c'est-à-dire au début du XXe siècle, lorsque les Arabes assistent aux différentes aliyas, et je pense spécialement à la 3e et la 4e aliyah, qui vont vraiment changer les structures du pays. Alors, ils sentent que la terre d'Israël est en train de leur glisser entre les mains et qu'elle passe entre des mains juives. Et leur réaction va être une réaction de violence à chaque fois. Alors, il y a déjà eu une première vague de violence à la fin des années 20. Et la deuxième vague de violence, c'est ce qu'on appelle en hébreu Meorot Tarpat, c'est-à-dire les événements de 1929. Et cette vague de violence va être particulièrement meurtrière en Eretz Israël, à Hebron, mais elle ne va pas toucher que Hebron. C'est ça. Elle va toucher aussi la ville de Jérusalem, beaucoup de Yishuvim autour de Jérusalem. Alors, aussi un rappel, qui est le chef d'orchestre de ces émeutes? Qui est le responsable direct de ces émeutes? Le chef d'orchestre de ces émeutes, c'est une personne qui va être nommée Moufti. C'est un politicien arabe qui s'appelle Haj Amin al-Husseini. Il n'a pas particulièrement beaucoup de qualités religieuses, mais le premier haut commissaire britannique, Herbert Samuel, qu'il avait déjà repéré comme agitateur, va penser le calmer en lui donnant une position de leader, une position importante dans le monde arabe. Il va le nommer Moufti de Jérusalem. Encore une fois, on a affaire avant tout à un politicien, une personne qui a très peu d'attache ou très peu d'intérêt pour la religion, et on a pensé que ce titre de Moufti va le calmer, et en fin de compte, ce sera un mauvais pari, une mauvaise réflexion. Et il va profiter de ce Mahamad, de ce nouveau statut, pour faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire ? C'est lui qui va internationaliser le conflit. C'est ça. Jusqu'à présent, le conflit était local. Vous comprenez, entre ce qu'on appelle les Arabes palestiniens et les Juifs qui font on parle déjà d'Arabes de Palestine à l'époque, ou on parle d'Arabes Non. À l'époque, les Arabes d'Eretz Israël se cherchent. Par exemple, le premier mouvement nationaliste arabe va commencer à travers l'activité de chrétiens en Syrie, justement. C'est eux qui vont créer le nationalisme en espérant se débarrasser de la dimension religieuse qui les met toujours en position d'infériorité. Et ils ont pensé que si le monde arabe va réfléchir davantage avec des notions de nationalisme, alors la différence religieuse qui existe entre eux et les musulmans sera complètement aplanie, effacée. Vous comprenez ? Donc, je finis avec votre permission. Le nationalisme arabe commence justement en Syrie, et les Arabes d'Eretz Israël regardent la Syrie avec un intérêt croissant, et le plus grand journal nationaliste arabe en Eretz Israël, il va s'appeler Souria al-Janoubiya. Ça veut dire, à partir de maintenant, ils sont la Syrie du Sud. Vous comprenez ? Pour vous dire à quel point même l'île de Palestine leur était étrangère. Ok. Alors, déjà à l'époque, c'est donc Haj Amin al-Husseini qui fomente, on va dire, les troubles, que ce soit à Jérusalem et donc à Hebron. Que s'est-il passé plus précisément à Hebron ? Comment et pourquoi ce massacre a-t-il eu tant d'impact, on va dire, même dans l'histoire du Yishuv Yehudi de cette époque ?
avec votre permission, je finis la première idée. Quand j'avais dit qu'il internationalise, c'est-à-dire que il va faire imprimer à des millions d'exemplaires une photo où on voit le mont du temple avec le Beth Amikdash. Et il va diffuser cette photo dans tout le monde musulman. Et en ce sens que le conflit va devenir international. Ça va être les musulmans du monde entier, c'est ce qu'il a voulu faire, contre on peut dire que c'est le précurseur de ceux qui agissent aujourd'hui encore sur le mont du temple en criant de sauver Al-Aqsa, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Hebron? À Hebron, il va envoyer ses acolytes de Jérusalem et ils vont diffuser des informations mensongères. Ils vont dire aux Arabes de Hebron, et spécialement aux Arabes de Khalkhoul, ce gros village-là qui est à quelques kilomètres au sud de Hebron, au nord de Hebron, pardon, et il va leur dire, les Juifs sont en train de faire un massacre à Jérusalem, le sang musulman coule comme des ruisseaux de partout, aux Arabes de Hebron, vengez l'honneur arabe. Et pendant des heures, ces acolytes-là vont venir inciter, réveiller, encourager toute cette population rurale-là à se jeter sur la ville de Hebron. Et c'est eux qui vont être les meneurs du pogrom. Alors, ce pogrom, il intervient dans un contexte qui était relativement tendu quand même, malgré tout, dans la ville. Alors, c'est une excellente question. Ce contexte, il était tendu partout sauf à Hebron. Et tout à l'heure, on avait rappelé encore une fois, j'utilise un terme inapproprié, la intifada de 1921. Et la intifada de 1921, Ken, avait épargné Hebron. D'ailleurs, on connaît la triste histoire de la tentative de la Haganah. La Haganah va envoyer un groupe de 8 combattants, à sa tête un Katzin, un officier du nom de Binyamin Katinka. Et lorsque Binyamin Katinka, la veille du pogrom, il arrive à Hebron, et il leur dit, on va se battre, on va vous protéger. Les chefs de la communauté juive, excusez-moi de préciser, Ashkenaz de Hebron, vont les renvoyer. Ils vont leur dire, écoutez, et là encore une fois, on rentre dans ces considérations pas très sympathiques de vieux, anciens Yishuv et nouveaux Yishuv. Nous, on est l'ancien Yishuv, on est là depuis longtemps. Voilà, on n'a pas de problème avec les Arabes. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre avec les Arabes. Alors maintenant, si vous quittez pas la ville sur le champ, on vous dénonce à la police. Et regardez dans quel état d'âme Binyamin Katinka il quitte Hebron, en sachant que dans quelques heures, il y aura ici un carnage terrible. Alors effectivement, il y avait à l'époque des grandes familles ashkénazes. On parle de la famille Slonim à l'époque, même si je ne m'abuse de la famille du Rabbi de Lubavitch et Schneerson. Il y avait combien de juifs vont périr dans ce massacre? Vont périr 67 juifs. 65 vont être assassinés, 2 vont mourir de leurs blessures sur une communauté qui comptait à peu près un peu plus de 600 personnes. C'est-à-dire plus d'un dixième de la communauté va être massacrée. Alors, ça va durer une seule journée pendant ce 18 Av? Un jour de Shabbat, Nahon. Un jour de Shabbat. Quel est l'impact de ce massacre par la suite dans l'histoire, on va dire, des relations, en tout cas, du conflit entre les Juifs et les Arabes, on va dire, dans le contexte actuel? Quel va être l'impact? Est-ce que on peut dire que, comme l'ont dit certains experts, que on va dire Hebron, c'est le point zéro du conflit israélo-palestinien? C'est difficile. C'est difficile de préciser le point zéro du conflit, mais disons que vis-à-vis des Arabes, c'est une victoire extraordinaire, parce que comme la sentence biblique entre l'élève de Eliyahu Hanavi, c'est Ratzarta vegam yarashta, c'est-à-dire non seulement ils ont porté un coup terrible par le nombre de crimes qu'ils ont commis, mais aussi ils ont hérité des biens des Juifs de Hebron. C'est-à-dire, et encore une fois, on se rappelle que c'est pas un pogrom qui a eu lieu au Moyen-Âge. On est au XXe siècle. On est à une époque où les Britanniques sont responsables de l'ordre encore en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils font, les Britanniques qu'est-ce qu'ils font pendant cette journée de Hebron et au lendemain? Est-ce qu'ils sont absents totalement?
D'abord, ils sont très faiblement présents au niveau des forces de l'ordre. Ils ont un sergent de la police britannique et encore 2 ou 3 policiers hindous. Et chaque fois que, lorsque vous avez rappelé le Rav Slonim, comprend que il y a un pogrom qui est en train de s'organiser, la réponse des Britanniques est toujours très très simple. Restez chez vous, il ne se passera rien. Ne sortez pas de chez vous. Et on connaît la suite. Alors, quel est l'impact donc du pogrom sur... Alors, l'impact, encore une fois, va être terrible parce que, mis à part le meurtre d'un grand nombre de personnes, on a rappelé 67 victimes, les Britanniques vont évacuer la communauté juive. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est les victimes qui vont être punies. Ah oui. Et c'est quelque chose de terrible pour toute l'idée sioniste, quoi. Et encore une fois, c'est pas un groupe de Gvaot qu'on a cassé leur caravane et qu'on a éloigné de l'endroit. On a déraciné une communauté qui existait depuis la nuit des temps. C'est-à-dire de toutes les communautés juives d'Eretz Israël, celle qui a la continuité historique la plus importante, c'est pas Jérusalem, c'est Hebron. Donc pour les Arabes, c'est une réussite totale. Et donc, finalement, par la suite, après, ces émeutes vont se développer. On parle ensuite des émeutes de 1936. Et c'est ainsi, on va dire, d'une certaine manière, que le nationalisme arabe va s'exprimer, on va dire, dans toute sa violence. Tout à fait, tout à fait. Yeah. Eh bien, Eliyahu Atlan, merci beaucoup d'avoir accepté de nous relater cet épisode tragique de l'histoire on va dire, du renouveau du peuple juif sur la terre de la terre d'Israël avec ce massacre de Hebron qui s'est produit hier, il y a très exactement 90 ans, presque donc jour pour jour. C'était le 18 Av à Hebron. C'était un Shabbat, vous nous le disiez. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter cette histoire tragique. Et une dernière phrase avec votre mission, Daniel. Malheureusement, la région de Hebron est une région très souvent propice aux attentats et à la violence de la part des Arabes. Et sans aucun doute, le pogrom de Hebron est l'événement principal, le plus triste et le plus terrible. Et il y a 17 ans de ça, il y a eu aussi un terrible attentat. Ici à Hebron, on appelle ça la Simta. Et c'est le moment de faire une comparaison. C'est-à-dire, il y a plus de 80 ans, la communauté juive de Hebron est une communauté inoffensive qui espérait qu'une armée étrangère allait venir la sauver des mains des assassins. Et en 2002, lorsque les Arabes ont essayé de rentrer à Kiryat Arba, alors c'est une équipe de civils, les gens de la Tsevet Konenu, de l'équipe d'intervention, dont plusieurs qui va rentrer pour sauver des soldats souligner. israéliens. Et je crois que ça montre le bouleversement, le changement miraculeux qui est dans le peuple juif. On n'est plus un peuple qui attend et qui supplie à une autorité étrangère de nous sauver, mais on est capable de prendre les choses en main. Et je crois que les Arabes le comprennent très très bien. Eh bien, merci beaucoup, Eliyahu Atlan, de nous avoir fait partager donc ce témoignage sur le pogrom de Hebron il y a 90 ans. Bonne journée, shalom.